Merci d'être à l'écoute de Ma France. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Je vais vous libérer, Olivier Véran, parce que vous avez pas mal d'obligations. Quel est votre programme pour l'après-midi? Là, je vais terminer le tour au Salon de l'Agriculture et après, je dois me rendre à Madrid pour un autre sujet, aborder la fin de vie. Très bien. Puisqu'on était en attente d'une éventuelle modification de la loi française. Oui. Et donc, je vais regarder à l'étranger des pays qui ont déjà légiféré comment ça se passe. Merci beaucoup, Olivier Merci Véran. à vous. Et nous serons au Gabon par onde interposée où s'est ouvert hier le grand sommet international sur les forêts. On va parler de l'agroforesterie, on va parler des forêts françaises, évidemment, faire le lien avec cette actualité. Merci, Olivier Véran. Guillaume Chamoulot, vous voulez rester un petit peu avec nous? C'est possible? Allez, quelques secondes, parce que vous avez du travail, mais je voudrais qu'on parle de sécheresse hivernale dans quelques instants. Bonjour Alain Baraton. Bonjour. Cher monsieur Baraton, grand jardinier en chef de Versailles. Ça fait quelques années maintenant. Eh oui. Vous y êtes bien à Versailles. Une petite quarantaine d'années. Petite quarantaine d'années. Je suis très bien. Entré comme ça, et puis la passion vous a croqué. Oui. Et vous continuez, vous, d'observer les plantes, mais aussi les forêts françaises. On avait reçu l'année dernière pour un très beau tour de France des forêts, précisément. Tout à fait. Et je vais vous interroger là-dessus. Alors, c'est aussi le versant du cœur et poétique qui va s'exprimer sur ces forêts. Alors qu'à côté de vous, je reçois Bruno Doucet, qui représente l'association Canopée. Bonjour. Bonjour. Vous qui vous battez, Bruno, avec l'association pour protéger les forêts en France et dans le monde. Je le disais, la France co-organise depuis hier le sommet mondial des forêts au Gabon. Quels sont les enjeux de ce grand rassemblement pour parler à nos auditeurs français et sur France Bleu? Alors l'enjeu de ce rassemblement, c'est de trouver de nouvelles solutions de financement pour aider les forêts à se régénérer. Ce que nous, on critique un petit peu, c'est qu'à côté de ça, les solutions pour arrêter la déforestation, arrêter de financer la déforestation, on les connaît déjà. Et le point fort n'est pas mis là-dessus, mais est mis sur la recherche de nouvelles solutions qui n'iraient pas forcément arrêter le financement de la déforestation, Oui. qui est aujourd'hui mis en place par exemple par des grandes banques françaises. Oui, qui concerne aussi la France. Quand on parle de forêt amazonienne, on en a quand même une petite parcelle. Nous, 1,5% de la surface de cette forêt, c'est la Guyane. La forêt guyanaise aussi, française, est déforestée ou mal exploitée aujourd'hui, Bruno Doucet? C'est effectivement un grand problème, mais peut-être là-dessus, Monsieur Baraton, vous me parliez tout à l'heure en off de ce qui se passe en Guyane. Oui. Si vous voulez, je vous laisse répondre à cette Alain, question-là. bien sûr. Non, il est vrai que le problème de déforestation est général. Et si la France, par exemple, en France, exploitait mieux ses forêts, je parle en métropole, il n'y aurait peut-être pas besoin d'aller déforester de l'autre côté de l'Atlantique. Juste un chiffre financier, si vous le permettez, la France importe à peu près pour 17-18 milliards d'euros de bois et elle en exporte pour environ 8 ou 9 milliards. 8 à 9 milliards de déficit alors que nous sommes le troisième massif forestier d'Europe. Donc si la France apprenait à mieux gérer les forêts métropolitaines, peut-être pourrait-on davantage préserver les forêts guyanaises Oui, oui. et cesser de faire des trous dans les forêts du Gabon, par exemple, ou du Cameroun. Est-ce que c'est l'idée de la France quand même qui est à la manœuvre de ce sommet avec le Gabon, Bruno Doucet, de se racheter peut-être un peu aussi une conscience en matière de gestion forestière? C'est tout à fait possible. En France métropolitaine, on a effectivement un problème de gestion forestière. Le problème qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de forêts qui sont gérées par coupe rase puis plantation. Une coupe rase, c'est lorsque vous coupez tous les arbres d'une parcelle et qu'il ne reste plus rien, qu'on n'a plus du tout de forêt. Et derrière, on va planter autre chose. 9 fois sur 10, c'est des monocultures, souvent des arbres résineux. En France, il faut savoir qu'on a 2/3 de la forêt française naturellement qui est composée d'arbres feuillus. Donc par exemple des chênes, des hêtres, etc. Globalement, c'est les arbres en plaine. Et dans les régions plus montagneuses, on a des arbres résineux. Les arbres résineux peuvent être plus adaptés pour certains usages industriels et on a tendance à remplacer nos forêts feuillues qu'on connaît de chênes, de hêtres, etc. par des monocultures de résineux et ça c'est très dangereux. Oui. Revenons quelques instants au rapport un peu charnel, j'allais dire, Alain Baraton, avec la forêt, avec les bois français. Si je vous dis forêt française, à quelle image pensez-vous immédiatement, Alain Alors moi, je Baraton? pense immédiatement à celle des Landes, une forêt donc privée, exploitable et pourtant une forêt d'agrément. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconsidérer deux types de forêts. Celle qui est située en périphérie des villes et qui a une vocation aujourd'hui touristique, j'allais dire de santé publique, et puis celle qu'il faut exploiter. Mais il y a effectivement une relation charnelle particulière entre l'homme, les hommes et les arbres. On a envie aujourd'hui de s'entourer de bois, on a envie que le bois remplace le plastique, mais on répugne à vouloir couper les arbres. Non, il faut aujourd'hui avoir conscience que les arbres, quand on les plante dans des forêts, ont pour vocation à être exploités. Laissons les vieux arbres, les arbres remarquables,
vivre paisiblement leur vie, mais il faut absolument redynamiser et planter. Alors, on va y venir sur ce discours sur la plantation dans quelques instants, mais sur la gestion des forêts, c'est important de rappeler que 75% quasiment des forêts françaises sont privées. Il y a 25% de forêts domaniales, donc État ou communes. Des propriétaires privés qui ont des profils extrêmement différents, ils sont près de 3 millions. C'est ça le problème aujourd'hui, Bruno Doucet, de cette gestion ou mal-gestion de la forêt. Elle est liée en particulier à ces exploitations privées? Pas forcément. C'est pas forcément le statut de forêt privée qui pose problème. On a plein de propriétaires forestiers privés qui gèrent très bien leur forêt. Non, par contre, le problème qu'on a, c'est justement, je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Baraton, à propos il faut planter. Attention à cette idée de plantation. Emmanuel Macron a annoncé récemment qu'il allait vouloir planter 1 milliard d'arbres en France dans les 10 ans à venir. Il faut faire très attention à ce type d'annonce. Pourquoi ? Parce que la forêt, en fait, était là avant l'être humain. Elle n'a pas été plantée par l'être humain. Une forêt, c'est très différent de l'agriculture. Là, on est au salon de l'agriculture, mais une forêt, c'est un écosystème naturel. Ça veut dire qu'elle peut commencer à exister de manière naturelle et ensuite se régénérer. En fait, tout simplement, imaginez un gland d'un chêne, il tombe par terre, ça fait une petite pousse qui va grandir, etc. Elle n'a jamais été plantée, cette pousse-là. Lorsqu'il y a 2 ans, en 2020, le gouvernement a annoncé le plan de relance en forêt, le volet forestier du plan de relance, il y avait aussi un objectif de planter des arbres. L'objectif, c'était planter 50 millions d'arbres. Nous, on a creusé un petit peu ce qui a été fait très concrètement. On est allé voir partout dans les parcelles, etc. Et on constate que 87% des projets qui ont été financés par ce plan-là, ce sont des coupes rases suivies de plantations. Donc, c'est pas du tout une bonne manière de gérer la forêt. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est une fausse solution. L'idée de dire on va planter 140 millions d'arbres et puis à horizon 2032 1 milliard d'arbres, c'est une fausse solution pour vous? C'est pas le problème en fait. Ce qu'il faut effectivement, c'est produire du bois. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur Baraton. On a besoin de bois pour plein d'usages. Et qui se vend bien, mais qui se vend cher. Pardon ? Et qui se vend bien, et qui se vend cher. Qui se vend bien. Et par contre, on peut complètement produire du bois sans passer par cette méthode de coupe rase et de plantation. Il y a une manière de produire du bois qui s'appelle la sylviculture à couvert continu. C'est un petit peu technique, mais je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Ça existe déjà sur plus d'1 million d'hectares en France. Si vous vous promenez dans une forêt, vous allez repérer les vieux arbres les plus grands, les plus droits, les plus beaux. On les coupe, donc ça produit du bois. Et à ce moment-là, ça crée ce qu'on appelle un puits de lumière. La lumière entre dans la forêt et touche toutes les petites pousses qui sont au sol qui vont pouvoir prendre le relais et grandir. Quand on gère la forêt comme ça, on ne détruit jamais l'écosystème forestier, mais on en sort du bois très régulièrement. Quand en revanche on passe par la méthode coupe-rase-plantation, on détruit tout, on n'a plus rien, on déstocke tout le carbone, on déstocke toute la valeur économique même de la forêt et on repart de zéro. Voilà. Une petite réaction, Guillaume Chamoulot, vous qui êtes agriculteur avec nous en Charente, vous êtes producteur de céréales et d'oléoprotéagineux. Est-ce que vous avez un rapport particulier à la forêt? Avez-vous d'ailleurs une parcelle de forêt sur votre exploitation ou pas? Alors, en tant que propriétaire, j'ai très peu de forêt, mais un tout petit peu, c'est anecdotique. Par contre, j'ai 8 km de bordure de forêt, 7 km de bordure de haie. Donc l'arbre en tant que tel, il est très présent autour de mon exploitation, il est autour des champs. Et je cherche à avoir une forme de conciliation, parce que moi, ma production, c'est pas du bois. Donc c'est une forme de contrainte. Et comment essayer que cette contrainte, je puisse la retourner, l'effet brise-vent, l'effet héberger des auxiliaires pour mes cultures. Moi, c'est ça mon travail. J'ai la chance de voir héberger des auxiliaires pour vos cultures, ça veut dire quoi? C'est le puceron qui va m'embêter parce qu'il transfère une maladie. Si j'ai les coccinelles qui sont hébergées dans la haie, dès que le puceron arrive, la coccinelle elle vient manger le puceron et j'ai potentiellement moins le problème de la maladie. C'est les carabes, donc des petits scarabées qui sont dans les bandes enherbées au bord et qui vont venir manger les limaces. C'est des choses comme ça en fait. On appelle ça les auxiliaires de culture. Il y a les bons, les bons et les moins bons. Dans la biodiversité, il y a de tout. Il y a une biodiversité qu'on pourrait dire positive et pour l'agriculture, certaine est aussi négative. Et il faut trouver l'équilibre. C'est intéressant cet écosystème, hein. Alain Baraton, vous connaissez bien, vous comme jardinier et paysagiste. Oui, mais j'aime bien la notion de trouver l'équilibre, bien évidemment. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la plantation. On parle souvent en France de cette surplantation de conifères. Mais retournons de l'autre côté de l'Atlantique, en Guyane. On fait des coupes rases, effectivement, et on va remplacer quantité de végétaux par des eucalyptus. Or, l'eucalyptus produit des feuilles qui tombent vers le sol, permettant ainsi à la ramure d'être intégralement baignée par le soleil. On est en train de détruire le sous-sol de la forêt guyanaise uniquement en changeant d'essence forestière. Donc oui, moi je crois qu'il faut replanter 1 milliard d'arbres. Moi j'en serais très heureux, mais effectivement, en changeant la manière d'exploiter, d'arrêter de faire ces coupes rases
hideuses, qui sont de véritables atteintes à la vie, à la biodiversité, qui sont des traumatismes dont il faut des décennies avant de pouvoir s'en remettre. Absolument. Alain Baraton avec nous, ainsi que Bruno Doucet pour l'association Canopée. Guillaume Chamoulot, vous voulez encore rester quelques secondes? Je peux. C'est plaisant. En fait, vous êtes enchaînés. Il est 13h43 et je voudrais que vous réagissiez, messieurs, à l'initiative que met en lumière Valère Coréard, qui regarde comment les communes, par exemple, aussi s'emparent de ces enjeux forestiers. 13h43 sur France Bleu. Bonjour Valère. Bonjour Wendy. Vous qui nous éclairez, ainsi que nos auditeurs, chaque jour face à la vie chère. Alors là, vous avez trouvé, parce qu'il est question de bois, de forêt et de gestion et parfois de malforestation, des initiatives positives quand il s'agit de planter les arbres dans les écoles ou dans des villes en mobilisant les écoliers, par exemple. Voilà, alors on ne va pas régler le déficit forestier qu'évoquait Alain Baraton à l'instant tout de suite, mais enfin on parle bien d'une tendance de fond, effectivement. Il y a des exemples chaque semaine, de plus en plus nombreux, avec beaucoup de communes à la manœuvre. Par exemple à Angers, qui veut verdir les écoles, mais aussi les désimperméabiliser. Vous savez, très souvent, une cour d'école, en fait, c'est un grand espace goudronné avec des installations de jeux et quelques petits espaces verts, mais c'est vraiment très très minéral. Oui. Et du coup, le problème, c'est que quand il fait chaud, qu'il y a une canicule, eh bien la pierre, elle amplifie le phénomène jusqu'à créer un îlot de chaleur. Et oui, et comment veut faire la ville d'Angers pour lutter contre ce phénomène précisément ? Avec un objectif très clair, végétaliser 25% de la surface de toutes les cours d'école, à l'école Cussonneau, en plein centre-ville. Ce seront même 28%. 5 tilleuls, un acajou de Chine vont être plantés, mais aussi 125 mètres carrés de copeaux de bois et 160 mètres carrés de massifs végétalisés. Même idée à Champfleur, dans la Sarthe, où la cour d'école va être végétalisée, mais aussi adaptée pour mieux accueillir la biodiversité dans les prochaines semaines. Une opération qui s'inscrit d'ailleurs dans le programme scolaire et qui fait d'ailleurs aussi participer les enfants. Alors parfois on a des élèves qui sortent des écoles pour participer à la végétalisation de leur ville. Mais oui, moi j'aimerais bien les voir, ça doit être trop mignon. C'est le cas d'Anjoutin, dans le territoire de Belfort. Là, les élèves des écoles publiques ont planté 300 liquidambares sur une parcelle communale. Et ces arbres, ils ont été choisis pour leur capacité de résistance en fait au changement climatique. À Nuaillé-d'Aunis, aussi en Charente-Maritime, 90 enfants de l'école communale ont planté une haie bocagère avec des employés municipaux. 450 rosiers, arbres et arbustes ont été plantés sur différents espaces. Et puis même certains médias régionaux qui se mobilisent, Valère, pour finir. Oui, mais ça c'est top, c'est la Voix du Nord par exemple et son opération 100 000 arbres pour demain qui a notamment permis de planter 450 arbustes bocagers et 12 arbres fruitiers. Là en début de semaine, c'était à l'école Saint-Vincent de Paul à Calais avec les petits bras des élèves de la maternelle au CM2. Et dans l'arrière-boutique de cette belle opération, il y avait les élèves d'un bac pro travaux paysagers à la manœuvre, un lycée horticole, l'agglomération Grand Calais Terre et Mer et l'association Environnement et Solidarité. Voilà, vous voyez, quand on nous dit que l'union fait la force, c'est vrai. C'est vrai, merci Valère Coréard et ce bon plan du jour. Alors c'est vrai que cette pédagogie quand même de la plantation et du geste fondateur, il est super. Je pense que vous le pratiquez aussi dans les jardins de Versailles, Alain Baraton. Quel bonheur que d'entendre enfin des arbres à la portée des enfants, oui. Mettre des arbres dans les écoles, dans les villes. Enfin, apprenons à revégétaliser. On n'a pas conscience que sur la planète, là où il n'y a pas d'arbres, on appelle ça tout simplement un désert. L'arbre, c'est la vie. C'est l'arbre qui nous protège du vent, qui nous protège du soleil. C'est l'arbre qui permet à la biodiversité de s'installer, qu'elle soit positive ou négative. On a vraiment besoin des arbres. Sans arbres, c'est le désert, il n'y a pas de vie. Et pas d'accord, Bruno Doucet? Il fait des grands yeux. Si. L'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie, oui. Pour l'association Canopée, est-ce que justement toutes ces pédagogies dans les communes, on met à pied d'œuvre ces jeunes, y compris des tout petits de maternelle, c'est un beau symbole? Ça commence par là quand même si vous n'étiez pas pour la politique du chiffre à tout craint de planter. C'est là où justement il faut bien réfléchir de quoi on parle. Parce que planter des arbres en ville, ça peut être intéressant. C'est des îlots de fraîcheur. Les arbres en ville, c'est intéressant. Oui. Surtout si à côté, on évite de couper les arbres qui sont déjà là. Parce que si on coupe les vieux arbres pour planter des petits à la place, on perd l'intérêt de la chose. Ça, c'est la grande logique dans les communes. Quand on doit abattre des arbres, qu'on soit propriétaire privé ou pas, l'idée c'est de tout de suite replanter derrière. Quand on doit les couper, c'est une chose, mais on ne doit pas forcément les couper, les arbres en ville. Il y a beaucoup d'arbres en ville qu'on pourrait choisir de préserver. Ensuite, quand même sur la question de la pédagogie de la plantation dont vous parliez à l'instant. D'ailleurs, le reportage se passait à Angers. Nous, on est basé à Angers aussi, donc je vois très bien de quoi on parle. Oui. C'est quand même important d'expliquer aussi aux enfants ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une forêt, on n'a pas besoin de la
planter. Elle peut grandir toute seule. Et donc emmener les enfants aussi dans les forêts, notamment les forêts communales, ce serait très intéressant pour qu'ils puissent constater la régénération naturelle de la forêt, voir qu'on n'est pas obligé de la planter. Alors le problème que ça pose quand même, c'est que les forêts communales, ce sont des forêts publiques qui nous appartiennent donc à toutes et à tous et qui sont gérées par l'Office national des forêts. On disait tout à l'heure que 75% des forêts sont privées, le reste est public. Et l'Office national des forêts, il est en train d'être complètement décimé. Il a perdu un tiers de ses effectifs ces 20 dernières années. On est en lien constant, nous, avec les gardes forestiers de l'ONF, qui sont vraiment en très mauvaise posture, qui n'arrivent plus à gérer leur forêt correctement, sur lesquels il y a une pression de production, qui sont obligés de passer par des coupes rases et de la plantation, alors que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Donc je pense que ce serait intéressant aussi d'emmener les enfants dans les forêts communales, à la fois pour qu'ils voient qu'une forêt c'est un écosystème, mais pas seulement un acte de plantation, et qu'ils puissent peut-être être en lien avec les gardes forestiers de l'ONF qui leur expliquent leur situation. Bah oui, ça serait important, et merci de souligner que l'ONF est en péril aujourd'hui. Guillaume Chamoulot, là on parle de lien avec la jeune génération. Vous faites partie des agriculteurs qui sont très connectés, qui expriment aussi leur quotidien sur les réseaux. C'est important pour tenir un petit peu ce discours de rapprochement avec le consommateur. Tout ce qui se dit là sur la pédagogie, sur l'éducation pour l'agriculture, vous souscrivez évidemment? Oui, cette pédagogie, cette explication, on a perdu des liens avec la nature. Donc comment les retrouver? Ça vaut pour la forêt, mais ça vaut pour l'agriculture où on a tous un lien par l'alimentation. Mais en fait, ce lien qu'on pouvait avoir quelques années auparavant, enfin il y a des dizaines d'années avec nos grands-parents où on avait tous un lien avec l'agriculture, aujourd'hui il s'est perdu. Donc quand on a toute une partie de la population qui n'a plus qu'un lien par les médias. Donc c'est important que des émissions comme la vôtre puissent parler régulièrement, donner la parole aux agriculteurs pour s'exprimer. Et on a aussi effectivement une génération aujourd'hui, pas que les jeunes, tous les agriculteurs qui se saisissent de tribunes via les réseaux sociaux, via d'autres formes de médias pour expliquer leur métier. Parce que moi ce que je retiens, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on peut en avoir peur. Donc c'est important d'expliquer pour pas laisser de fantasmes sur ce qu'est l'agriculture, sur ce que sont les pratiques agricoles. Et sur les trajectoires engagées de transformation, etc. Merci beaucoup Guillaume Chamoulot. Allez, je vous libère parce que vous avez beaucoup de choses à faire sur le Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup. Merci d'être passé par Ma France et par France Bleu. Je suis toujours avec Bruno Doucet pour l'association Canopée et Alain Baraton. Vous qui avez été, Alain, quand même l'un des premiers à alerter sur les dangers qui menaçaient les forêts françaises. Vous n'avez eu de cesse de recenser les arbres remarquables et puis de montrer aussi la manière de valoriser la diversité et la forêt. Oui. Bon, ça a progressé quand même depuis vos premiers appels d'urgence? Ça progresse, mais c'est quand même très long. Il n'y a toujours pas plus de respect, par exemple, pour les arbres le long des routes. Oui. On continue de faire des coupes à blanc, on continue de planter des essences non adaptées et surtout, on ne réagit pas, du moins pas suffisamment, contre la disparition des arbres en France, tels que les hêtres, tels que les frênes qui souffrent de la calarose, tels que les châtaigniers qui sont porteurs de l'encre, etc., etc. Il faudrait aujourd'hui un plan important de valorisation de la forêt française, une gestion peut-être totalement différente, et puis ne pas opposer les différents types de forêts. Oui, moi je pense que laisser la forêt vivre d'elle-même, bien sûr, mais il faut aussi, aujourd'hui, il y a urgence, redonner de la verdure, remettre des végétaux là où ils étaient autrefois et où malheureusement aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais aider aussi aux forêts naturelles ou semi-naturelles à être pérennisées, c'est l'un des combats de l'association Canopée que vous menez au quotidien, Bruno. C'est ça, on n'est pas du tout contre la coupe d'arbres, on pense qu'il faut couper des arbres, qu'on a besoin de bois, mais qu'il faut garder les dynamiques naturelles dans les forêts qui sont naturelles ou semi-naturelles, absolument. Tout à l'heure, vous parliez des différentes maladies qui peuvent exister par rapport aux arbres. Il y a un insecte qui s'appelle le scolyte, qui a attaqué beaucoup de forêts dans l'est de la France ces dernières années. On a des dizaines, des centaines et même des milliers d'hectares de forêts qui sont mortes dans l'est de la France ces dernières années. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, la principale étant que ces forêts-là étaient des forêts complètement artificielles. C'est des forêts qui ont été plantées 100% par l'homme en monoculture d'épicéas. Et les monocultures, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans un écosystème naturel. Donc à partir du moment où on a un parasite, comme par exemple le scolyte, qui existe par ailleurs dans plein de forêts naturelles et qui ne crée pas ces dommages-là, commence à attaquer une forêt en monoculture, il peut se propager beaucoup plus vite. Oui. En plus, avec le changement climatique, il fait plus chaud, cet insecte, le scolyte, peut se régénérer plus vite, se reproduire plus rapidement, donc ça augmente ce problème-là. Et les arbres sont en stress hydrique, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'eau, à cause encore une fois du réchauffement climatique, et donc ils sont plus vulnérables à cet insecte. Aujourd'hui, ce qui se passe avec ces forêts complètement mortes, c'est qu'on est en train de les raser
et de les remplacer par des monocultures à nouveau de Douglas. On va avoir le même problème ou un problème très similaire dans quelques dizaines d'années si on ne choisit pas maintenant de diversifier ces plantations-là, de comprendre la dynamique naturelle, qu'est-ce qui va repousser tout seul et de valoriser ça. Voilà pourquoi on a besoin d'un plan aussi forestier, Alain Baraton. Et sans vouloir contrarier mon voisin, il faut surtout encourager la France à produire du bois pour que l'on cesse d'acheter du bois à l'étranger et de continuer ainsi, malheureusement, à déforester non pas la France, mais la planète tout entière. Absolument. Il est 13h53, messieurs, et vous écoutez France Bleu. Je voulais vous présenter pour terminer cette émission un homme et une initiative. Ma France, l'actu sur France Bleu, au cœur des territoires. Un homme qui, biologiste de formation, rêvait de monter un projet de légumes en vente directe. Nous sommes, je vous le rappelle, au Salon international de l'agriculture. Et vous y êtes désormais. Vous avez touché ce rêve du doigt. Bonjour Valentin Pommier. Vous êtes avec nous, Valentin ? Oui, c'est bon, je vous entends. Bonjour Valentin, vous êtes l'un des 4 associés de l'exploitation ferme aux Berges du fort fermier de Montlandon. On est en Haute-Marne, ça veut dire que vous êtes installé à 2 couples. Vous avez réaménagé un fort sur ce village. Est-ce que vous avez une forêt attenante à ce lieu d'ailleurs, puisqu'on parlait forêt ? Alors on a un petit espace forestier, oui, qu'on laisse à sa libre évolution, on va dire. On gère juste les risques. Très bien. Vous avez créé dans ce fort un lieu de vie et de production. C'est tout récent. 1 an de travaux pour refaire l'auberge et pour créer des serres pour la partie maraîchage. À quoi ressemble ce lieu que vous avez aménagé dans ce fort rénové ? Alors on va dire qu'on est un peu entre... on a essayé de dépasser les objectifs initiaux du fort, qui étaient pour les soldats d'être reclus et de protéger des éventuels envahisseurs, de protéger le territoire. Et aujourd'hui, on l'ouvre au public en fait en ayant justement la partie restauration fermière. Donc on essaye de faire que ce lieu soit vivant et accueillant, alors que à la base, c'était pas du tout son objectif. Oui, c'est ça. Vous l'avez ouvert au monde et au public. Vous avez des hectares de maraîchage en conversion biologique. Combien de légumes aussi, d'espèces de légumes différentes ? Alors on mise sur la diversité des légumes, donc on sera cette année à une 50aine de légumes différents, donc depuis la tomate et le poivron pour les plus simples jusqu'à des choses un peu moins connues comme la châtaigne de terre ou les topinambours. Oui. Donc voilà, on mise sur la diversité, un peu comme les exemples forestiers où on dit qu'il ne faut plus faire de monoculture. Là c'est un peu le même exemple avec les légumes où plus on a de diversité, plus on va être résilient face aux aléas. Et plus on va répondre aussi aux besoins des consommateurs. Oui, c'est ça. Plus on va trouver des espèces aussi qui combattent, Bruno Doucet, contre ces aléas climatiques. En fait, Et qui s'entraident éventuellement. Oui, c'est ça. Le changement climatique va nous apporter beaucoup d'incertitudes, spécialement en forêt où on a des cycles très longs. Un arbre, ça vit sur plusieurs centaines d'années, donc c'est quelque chose à l'échelle humaine qui est très long. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait que le changement climatique va être terrible et qu'il va frapper les forêts de plein fouet. Mais on ne sait pas quels arbres vont résister, quels arbres vont mourir, comment ils vont s'adapter, etc. Donc la meilleure solution qu'on ait, c'est de garder des forêts diversifiées, de diversifier les plantations, parce que plus on a de types d'arbres différents, d'âges différents, d'essences différentes, etc., plus on a de chances que quelque chose résiste et que quelque chose réussisse à s'adapter par la suite. C'est très bien, ça fait écho à ce que vous faites aussi sur votre exploitation dans votre ferme auberge au fort fermier de Montlandon en Haute-Marne, où vous pratiquez, Valentin Pommier, la vente directe, la vente sur les marchés aussi. Vous avez plusieurs modèles de distribution. Oui, tout à fait. On fait des ventes sur le fort, donc en vente directe sur l'exploitation, et on vend aussi sur un marché à l'extérieur, dans un village alentour. Donc aussi la raison pour laquelle on fait une diversité de légumes, c'est aussi pour pouvoir répondre aux besoins, au panier moyen, aux légumes que chacun consomme tous les jours. Bien sûr, voilà le rêve réalisé par Valentin Pommier qui voulait monter ce projet de légumes en vente directe. Le voilà abouti. C'est une belle initiative de la sienne, Alain Baraton. Très belle initiative. Mettre enfin le producteur à portée du consommateur et vice-versa. C'est la garantie de limiter toutes les émissions superflues d'effets de gaz et compagnie. Et puis la fraîcheur. Le mot fraîcheur est en train de disparaître, j'allais dire, de notre vocabulaire. Enfin de la fraîcheur dans la dégustation du produit qui enfin arrive chez vous.
il a été cueilli la veille, vous le consommez, vous verrez la différence. C'est ce que vous voyez tous les jours dans le potager de Versailles. J'ai cette chance, Le effectivement. potager du roi ou de la reine, je sais plus. Alors, il y a le potager du roi Oui. en ville et il y avait le potager de la reine qui maintenant a cessé de vivre, remplacé par un jardin du parfumeur. Ah, c'est beau ça. Et c'est une autre histoire. À Versailles, bah oui. Mais oui. Vous nous rappelez votre dernier livre, Alain Baraton? Alors, le tout Dans les dernier, 150 écrits en quelques c'est- jours. Non, n'exagère. Non. C'est mon tour de France des bois des forêts. Et tout bien, bientôt, Oui. un nouveau livre sur les roses. Sur les roses, bah vous viendrez nous en parler, cher ami. D'ailleurs, on voulait faire une émission à Rungis au marché aux fleurs. Viendrez avec nous, Alain Avec Baraton. plaisir. Merci beaucoup, Bruno Doucet, pour l'association Canopée, pour votre combat. Vous qui êtes donc à Angers. Et L'association est basée à Angers, mais on est sur tout le territoire national. Très Merci bien. beaucoup pour l'invitation. merci à vous, chers amis.